La journée a commencé par une découverte choquante. Comme d'habitude, j'ai envoyé Steve chercher du café, et sur son chemin, il a remarqué quelque chose de bizarre sur le mur. Hier, il n'y avait rien de spécial, mais dès qu'il a levé la tête, il a... Steve n'avait aucune raison d'être aussi effrayé, puisque sur les quelques 1300 espèces de chauves-souris, seules 3 sont des vampires, c'est-à-dire qu'elles boivent du sang. Mais intéressons-nous à celle-ci. Le vampire commun est l'espèce de chauve-souris vampire la plus répandue et la plus connue. Il fait exactement ce que l'on attend d'une créature qui boit du sang. Pendant la nuit, il s'approche d'une victime endormie, il lui perce la peau avec ses dents acérées, puis il lappe le sang avec sa longue langue. En bref, la seule chose qui lui manque, c'est une cape avec un col montant. Mais jusque-là, on n'a fait qu'effleurer la surface. Lorsqu'on commence à creuser plus profondément, on découvre des faits vraiment intéressants au sujet des vampires. Des créatures qui ressemblent à des monstres violents et assoiffés de sang. Il faut bien avouer que les chauves-souris ont une mauvaise réputation. Pourtant, le vampire commun est l'une des espèces de chauves-souris les plus sociables de la planète. Et ils ne se contentent pas de rester en famille comme beaucoup d'autres animaux. Les vampires communs se font des amis. Bien sûr, l'amitié entre chauves-souris et vampires n'est pas comme l'amitié entre humains. Les premières en ont besoin pour partager le sang. Dit comme ça, on croirait qu'une chauve-souris offre à l'autre de boire son sang. Non, ça marche pas comme ça, mais j'en parlerai un peu plus tard. Au fait, pourquoi partager le sang? Il semble bien qu'il s'agisse de coopération, qui assure la survie de toute la colonie. Voici comment ça fonctionne. Chaque chauve-souris a son propre réseau de donneurs. Plus un individu partage de sang avec d'autres, plus il a de donneurs. Si elle a de nombreux donneurs, une chauve-souris peut facilement survivre à la perte de l'un d'entre eux. Les chauves-souris les plus généreuses s'en sortent mieux à long terme. Plus on a d'amis, mieux c'est. Mais se faire des amis prend certainement du temps. D'abord, le premier animal doit prouver à l'autre qu'il est suffisamment fiable. Plus de confiance entre les individus, ça signifie des interactions plus complexes. Les chauves-souris semblent intensifier progressivement leurs efforts afin d'atteindre le stade où elles peuvent échanger de la nourriture. Par exemple, au début, elles se lèchent mutuellement la fourrure, se rapprochant ainsi l'une de l'autre. Après tout, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais plus ce genre de lien dure, plus les chauves-souris vampires ont de chances de devenir amis. Et quand on est amis, on partage la nourriture. Joe est pas faire cadeau de son manger. Enfin, en général. Après tout, pour les vampires, partager du sang n'est pas l'équivalent d'offrir son sandwich à quelqu'un. Sans sang, une chauve-souris risque une mort certaine, à très brève échéance. Et oui, c'est vrai pour toute créature vivante, sans source d'énergie, c'est la mort. Mais dans le cas des vampires, ça se produit particulièrement vite. Ils doivent se nourrir au moins une fois tous les 3 jours, donc chaque chasse nocturne est une sorte de pari. Soit on trouve de la nourriture, soit on reste affamé, et notre horloge biologique continue de tourner, nous rapprochant d'une mort inévitable. 3 nuits consécutives d'échecs signifient une mort presque certaine. Sauf bien sûr si on a un ami loyal et généreux dans les parages, prêt à régurgiter un peu de sang dans la bouche de son compagnon. Je sais, ça a l'air dégoûtant. Mais rappelez-vous comment les oiseaux nourrissent leurs petits. Les chauves-souris font à peu près la même chose. Le sang régurgité ne suffira évidemment pas à constituer un bon repas et les 2 animaux resteront légèrement affamés, mais ça leur permettra de vivre et de chasser un jour de plus. Quand notre survie est en jeu, il faut se contenter de peu. Et vous savez ce que je me suis dit? Il doit bien y avoir des profiteurs parmi les chauves-souris vampires. Des individus qui mènent la belle vie. Ils ne chassent pas, ils se procurent de la nourriture auprès de leurs amis ou de leur famille et se contentent de les griffer en échange. De les lécher plutôt. Peut-être même qu'ils collectent la nourriture de plusieurs chauves-souris en une nuit pour finalement obtenir le plus gros repas de la colonie. Mais il s'avère que les chauves-souris ne sont pas si faciles à tromper. On pense que pendant l'accouplement, une chauve-souris est capable de vérifier la taille de l'estomac de son compagnon pour déterminer s'il a vraiment besoin de manger. La colonie se souvient des tricheurs, ces chauves-souris qui refusent de partager avec leurs voisins affamés. Par la suite, ces individus cupides subissent les conséquences de leur égoïsme. Le plus souvent, ils ne peuvent espérer aucune aide dans les moments difficiles. Et après 3 jours sans nourriture... Enfin, vous avez compris. Bon, je l'admets, c'est pas exactement de l'amitié entre chauves-souris, c'est plutôt une coopération mutuellement bénéfique. Mais dans la nature, c'est comme ça que ça marche. Même quand l'un des amis est un humain, voici un indicateur. C'est un petit oiseau, généralement brun, qui vit en Afrique et en Asie et qui ne semble pas particulièrement remarquable. Mais c'est peut-être le seul véritable ami qu'on ait dans la nature. Quels sont les avantages de cette amitié ?
C'est une stratégie de coopération assez simple. Les humains veulent du miel, les oiseaux veulent des larves d'abeilles et de la cire, mais ils ne veulent pas avoir affaire aux abeilles. Et quiconque a déjà été piqué par une abeille peut le comprendre. Bref, l'oiseau conduit les humains au miel, et un peu plus tard, les deux espèces repartent chacune de son côté en se portant un peu mieux qu'avant leur rencontre. En biologie, on appelle ça le mutualisme, et on peut dire que les indicateurs nous utilisent à leur propre fin égoïste. Mais c'est très bien comme ça. Voyons maintenant comment les oiseaux et les humains collaborent. Je précise d'emblée que personne ne dresse les indicateurs, c'est plutôt eux qui nous dressent. Les oiseaux ont compris qu'ils pouvaient conclure une sorte d'accord commercial avec nous, et ils ont même appris à envoyer des signaux aux chercheurs de miel. Quand j'ai lu cette phrase dans le script, j'ai imaginé un indicateur perché sur un arbre en train de faire « Psst, psst, hé mec, tu veux du miel ?» Mais vous savez, c'est pas si loin de la vérité. Les oiseaux émettent, je cite, un appel grinçant et gazouillant. Ils volent jusqu'au visage de la personne, puis ils s'élancent entre les arbres, montrant ainsi le chemin de la ruche. Une fois que les humains ont récolté le miel, les indicateurs n'ont plus qu'à se régaler de ce qui reste de la ruche détruite. Mais les humains ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas trouvé le moyen d'être les premiers à établir le contact. Il faut admettre que c'est un peu gênant de faire des allers-retours chaque fois qu'on veut du miel, en espérant que les oiseaux aussi aient faim. Les chasseurs de miel utilisent donc des signaux sonores spéciaux pour montrer à leurs partenaires qu'ils sont impatients de les suivre. Mais comme je l'ai dit, personne n'a dressé les indicateurs, et c'est donc eux qui choisissent quels humains ils vont conduire à la ruche. Ou qui choisissent de ne guider personne. « J'aime pas ces humains, apportez-m'en d'autres !» En fait, les indicateurs sont pas si exigeants. Les chercheurs ont constaté que lorsqu'un signal sonore d'appel était utilisé, l'indicateur conduisait les humains à la ruche dans environ 75% des cas. La capacité à produire ce cri caractéristique qui attire les oiseaux se transmet de génération en génération au sein des chasseurs de miel. Alors on peut supposer que les indicateurs comprennent ce que leur disent les humains ? Je pense que oui. Enfin, rien ne garantit que dans le langage des oiseaux, ces sons signifient « conduis-moi au miel » et non quelque chose comme « tous les oiseaux sont cool et les humains sont des idiots ». Peut-être que les indicateurs rient de ces sons à chaque fois et qu'on ne le sait même pas. Qui sait ? Pendant que les oiseaux dressent les humains et que les chauves-souris partagent du sang, dans un monde plus petit, l'amitié a atteint un niveau inédit de bizarrerie. En fait, peut-on parler d'amitié lorsqu'il s'agit de refuser de l'aide ? Ainsi, la fourmi Matabele est une espèce de fourmi prédatrice qui se spécialise dans les raids sur les termitières. Et bien sûr, ces raids occasionnent des pertes. Les fourmis ouvrières perdent souvent des membres. Cependant, ces blessures ne sont pas toujours mortelles. Les fourmis blessées sont ramenées chez elles par leurs compagnes qui lèchent ensuite leurs blessures. Bientôt, les fourmis handicapées peuvent à nouveau courir aussi vite que leurs congénères en bonne santé. Et même participer à nouveau à des raids. Si vous aussi vous avez pensé à des fourmis pirates avec des jambes de bois, dites-le moi en commentaire. Ça a l'air plutôt cool. Cependant, lorsque les scientifiques ont réussi à observer les fourmis de plus près, ils ont remarqué une chose étrange. Les fourmis n'aidaient que celles qui n'étaient pas gravement blessées. Mais pas parce que les fourmis en bonne santé appliquaient la sélection naturelle à leurs camarades. Les insectes gravement blessés refusaient eux-mêmes d'être soignés. Au lieu de replier leurs pattes et de rester immobiles, les fourmis blessées s'agitaient jusqu'à ce que leur sauveteuse abandonne. C'est quand même très étrange. Je veux dire, pourquoi les fourmis blessées refuseraient d'être secourues ? Est-ce que c'est parce qu'elles se disent que ça n'a pas de sens, qu'il vaut mieux aider celles qui peuvent encore être sauvées, quelque chose comme ça ? Eh bien, presque. Cette théorie est parfois débattue dans les milieux scientifiques, mais il est peu probable que les fourmis se sacrifient en connaissance de cause. Les insectes essaient probablement de suivre un algorithme évident, se relever, appeler à l'aide en libérant des phéromones, puis laisser leurs compagnes les porter. Mais dans le cas des fourmis Matabele gravement blessées, un problème survient dès la première étape. Les fourmis blessées ne peuvent pas se relever, alors elles s'agitent et les autres fourmis ne peuvent pas vraiment les aider. Le résultat est prévisible. Mais tout ça ne signifie pas que les fourmis sont incapables de se sacrifier. Certains mettent leur vie en danger, même s'il n'y a pas de menace à proximité. Imaginez, ça se produit toutes les nuits au sein des colonies de fourmis brésiliennes Forelius pusillus. Au coucher du soleil, les fourmis ferment l'entrée de leur nid, laissant 1 à 8 ouvrières à l'extérieur. C'est pas des malheureuses qui ont été oubliées là, mais un choix stratégique. Alors que le reste de la colonie est en sécurité, les fourmis condamnées recouvrent le nid de sable jusqu'à ce qu'il soit complètement dissimulé.
Mais et les fourmis condamnées alors? On dirait bien qu'elles sont obligées d'accepter leur sort. Pendant la nuit, les fourmis sont emportées par des rafales de vent, attaquées par d'autres espèces. Certaines s'enfuient tout simplement. Bref, le matin venu, il n'y a plus personne près du nid. Et le soir, c'est reparti pour un tour. Bien sûr, une question se pose. Pourquoi les fourmis agissent ainsi? Selon Olav Rueppel, biologiste à l'Université de Caroline du Nord, ce sens du sacrifice pourrait être devenu une partie intégrante de la vie des colonies de Forelius pusillus. Ces fourmis sont particulièrement vulnérables aux attaques. Les Forelius pusillus construisent leur nid sur des sols nus avec peu de couverture végétale et elles vivent dans des zones tropicales qui ont tendance à grouiller d'autres espèces de fourmis, lesquelles sont beaucoup plus agressives. Pas étonnant que les scientifiques disent que le pire ennemi des fourmis, c'est les autres fourmis. En somme, les fourmis Forelius pusillus doivent prendre des mesures extrêmes pour protéger leur nid et leur colonie. Compte tenu de l'enjeu, 8 fourmis condamnées, ce n'est pas une grosse perte. C'est un sacrifice minime mais nécessaire, et les insectes n'en éprouvent guère de remords. Les fourmis, bien sûr, sont très intelligentes, mais pas assez pour développer de l'empathie. Enfin, pour autant que je sache, je vais demander à Steve de se pencher sur la question. A plus.